Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cindy Chaubard. Je suis conseillère en stratégie d'enseignement à l'école hôtelière de la capitale et à l'école de foresterie du Chesnay. Cette présentation-là, elle a été réalisée en équipe, de façon collaborative. Donc, si vous m'entendez dire « nous », ne croyez pas que je me donne assez d'importance pour parler de moi à la première personne du pluriel. Non, non. Je parle de ma collègue Stéphanie Comtois et moi, qui avons réfléchi et travaillé. Je vois qu'elle a déjà des fans hein, dans l'assemblée. Donc, Stéphanie Comtois, qui elle aussi est conseillère en stratégie d'enseignement au Centre de formation professionnelle de Québec et à celui de Limoilou. Donc, nous avons monté cet atelier en collaboration, comme je vous le disais. Nous avons travaillé sur le fond pour essayer de répondre au mieux à vos attentes et à vos besoins. Cependant, concernant l'animation, il est difficile de co-animer. Vous le verrez ou vous l'avez peut-être déjà vu dans les expériences que vous avez faites en formation en ligne. Co-animer, c'est compliqué parce que ça peut casser la fluidité, ça peut empêcher d'avancer assez rapidement ou aller au point. C'est pour ça qu'on a choisi d'animer, donc je vais animer la formation et Stéphanie déjà regardera les questions et participera à la fin, je lui donnerai la parole et elle répondra aussi à certaines questions en fin de présentation. Donc, ensuite, je voulais vous remercier, vous dire un grand merci donc, pour plusieurs choses. Première chose, c'est merci de votre participation. Je sais que beaucoup ont des contraintes, beaucoup ont du travail et pourtant, vous êtes là chaque fois, vous êtes présents, vous respectez chacune des instructions ou des demandes qu'on a par rapport au micro, par rapport aux caméras et on vous remercie infiniment pour ça. Ensuite, je vais vous remercier aussi de votre confiance. C'est pas évident de faire confiance à une personne qui nous dit voilà, essayez ça, essayez ci, vous devriez faire ci ou ça. Et pour avoir reçu de nombreux partages d'enseignants sur leur création, sur leur avancement, sur leurs difficultés, on a pu voir que effectivement vous utilisiez nos conseils et vous utilisiez ces formations vraiment de façon méticuleuse et vous suiviez tout ça à la lettre. Et ça, je vous avoue que ça fait vraiment chaud au cœur parce qu'on travaille dur, mais pour essayer de vous aider et de voir que vous faites tout ça pour vos élèves, ben, je vous dis un grand bravo pour ça et merci pour eux. Ensuite, je vais vous dire aussi, bravo, encore une fois, parce que là, ce que vous êtes en train de faire, vous changez un petit peu de métier. Vous avez été jusque-là un expert dans votre métier, un expert dans la formation et dans l'enseignement de ce métier. Et on vous demande de changer un petit peu votre métier, de devenir formateur en ligne. Donc là, la formation d'aujourd'hui, je ne vais pas vous former sur comment devenir en 1 heure un formateur en ligne. Non, être formateur à distance, c'est bien plus complexe que ça et la pédagogie à distance est bien plus complexe que ça. Cependant, on va essayer de vous outiller au mieux avec un parcours qu'on a réfléchi. On va essayer de jouer un petit peu aussi. Un parcours qu'on a réfléchi et qu'on a essayé de baliser un petit peu en fonction de vos niveaux en technopédagogie. C'est-à-dire que ceux qui sont plus à l'aise, ils auront des petits défis supplémentaires ou des petites astuces ou des petits conseils supplémentaires. Ceux qui, par contre, sont, je vais vous dire, dans leur première partie, c'est-à-dire qu'ils débutent là-dedans, ils auront aussi quelques recommandations par rapport à ce qu'on leur conseille de faire ou ceux qu'il vaut mieux laisser de côté pour l'instant. Donc, je vais encore vous demander cette fois-ci d'être bienveillant avec nous, bienveillant avec vous, bienveillant avec vos élèves. Je pense que ça, c'est vraiment la règle de base et j'imagine que vous devez peut-être en avoir plein les oreilles de nous entendre parler de bienveillance envers vous, envers vos élèves et envers nous. C'est un petit peu comme le « ça va bien aller », vous savez, des fois, un petit peu, ça fait du bien, mais des fois, c'est un petit peu… Mais on insiste, c'est vraiment une règle de base de « soyez bienveillant avec vous-même ». Essayez aussi, dans votre chemin et votre avancement et votre évolution, de célébrer vos victoires, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris là, c'est pas rien, et vous allez l'engranger, le mettre de côté. Soyez satisfait, soyez fiers de vous, soyez content d'avoir mis tout ça en place, d'avoir appris tout ça, et de devenir l'enseignant
2.0, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire un enseignant encore meilleur et encore plus efficace pour la situation qui sera celle de demain et qu'on ne connaît pas encore au niveau de l'enseignement. On a préparé ce document pour qu'il y ait assez de support que vous puissiez aller voir par vous-même. Je ne vais pas lire chacun des déroulés ou chacun des documents ou autres. Je pense que vous êtes assez autonome pour le faire. Je vais vous expliquer le parcours et le cheminement, les étapes importantes. Mais par contre, après, ce sera à vous d'aller pousser votre recherche ou pas en fonction de vos besoins ou de vos envies. On va donc commencer sur un passage en formation à distance en 4 étapes. Et là, vous vous dites, oh là là, ça part mal et c'est pas compté. Il y en a 5 des étapes. Bon, j'ai pris l'étape 0, étant plutôt mateuse de base, j'ai pris 0 comme je ne le compte pas dans l'addition des 4 parce que pour moi, l'état des lieux, c'est-à-dire la phase 0, devrait être un état des lieux qu'on fait dans toutes les situations en tant qu'enseignant. Ce n'est pas une étape qui est uniquement en lien avec la formation à distance, c'est une étape un peu naturelle. Vous savez, quand vous reprenez avec un nouveau groupe, quand vous attaquez une nouvelle année scolaire ou autre, on fait un état des lieux. Donc, concernant l'état des lieux, je vous ai fait un petit tableau avec quelques post-it, c'est-à-dire des choses à garder en tête. On est tous différents. Donc, dans l'enseignement, quand on accompagne nos enseignants, on leur rappelle que les stratégies d'enseignement qu'ils vont utiliser sont propres à chacun. Il y en a des stratégies de base, on est d'accord, mais on a tous une personnalité différente, c'est-à-dire que quelque chose va très bien aller, une stratégie va très bien aller à un enseignant, une autre ne va pas aller à un enseignant. Ici, c'est la même chose, à la seule différence qu'il y a d'autres contraintes à prendre en compte, en plus de votre propre personnalité. Il va y avoir les compétences. Donc, c'est important effectivement de savoir, de se connaître sur ses compétences. C'est-à-dire, moi, en technopédagogie, je suis bon. J'aime ça, tous les week-ends, j'y vais, je regarde des petits logiciels, j'en fais déjà avec mes élèves. Voilà, ça, c'est bien de faire la liste et de savoir où on en est au niveau de ses compétences. Si jamais on est complètement débutant, c'est là qu'il va falloir aller chercher ou des ressources, ou des collègues, ou des formations, comme ceux que vous faites en ce moment, ou aller farfouiller sur Internet, ou alors identifier déjà vos points forts. D'accord ? Dans le numérique, il n'y a pas que des compétences. Moi, j'entends souvent dire des enseignants, « Ouh là là, non, ça, c'est pas mon point fort. » Et pourtant, quand je leur dis, « Tiens, regarde, va essayer ça. Je te montre juste comment t'en débrouiller. Tu y vas, tu joues avec et tu vois ce que tu arrives à faire. » Et souvent, le résultat est assez impressionnant où je dis, si ce n'est pas ton point fort, alors j'imagine comment tu dois être performant quand c'est ton point fort. Donc, regardez vos compétences en étant toujours pareil, bienveillant. Dites-vous que même si vous partez d'un niveau qui est débutant, l'avantage, c'est que vous ne pouvez que progresser. Voilà. Et ce qui est important, c'est l'évolution. Et vous allez apprendre plein de choses. Du coup. Un autre point à prendre en compte, mes élèves. Donc ça, effectivement, votre classe, prenez en considération qu'eux non plus n'ont pas signé pour suivre une formation à distance. Eux, ils ont signé pour suivre une formation normale et à la différence des élèves qui, eux, auront choisi de suivre une formation à distance, ces élèves-là, ils auront eu une formation. Ils auront eu un premier module qui est comment utiliser les outils, comment s'organiser dans son agenda, comment organiser son lieu de travail, son temps. Eux, ils ne l'ont pas eu. Ils arrivent comme vous, un peu on leur demande, enfin, ils sont obligés de s'adapter. Donc, c'est pour ça que ça va être votre rôle aussi de les accompagner là-dedans. Et de le garder toujours en tête et de ne pas vous dire « c'est bon quand même, il pourrait faire, je ne comprends pas, il n'a pas fait ces 3 activités que j'ai envoyées, j'ai passé 25 heures à les faire, au moins il pourrait le faire. » Peut-être qu'il ne sait pas où la trouver. Voilà. Peut-être qu'il n'a pas de téléphone, peut-être qu'il a une condition particulière où il a repris le travail à temps plein. Ça fait partie des choses de la situation actuelle à prendre en compte. Les directives. Donc là, vous avez dû tout savoir, les directives donc, du ministère et aussi de vos directions. C'est pour ça que je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on vous a demandé soit de consolider les acquis, soit de faire des cours, soit voilà. Mais ça, vous avez vos directives qui vous sont propres. L'équipe. Donc là, c'est important de voir si vous devez collaborer ou pas, si vous avez des groupes en commun ou pas, et comment vous allez collaborer.
Et pour travailler en équipe, là encore une fois, on va repartir de mes compétences, les compétences de mon collègue, comment on peut travailler ensemble ou pas, mes contraintes aussi, les ressources. C'est-à-dire, quelles sont vos ressources? Est-ce que vous avez un conseiller pédagogique? Est-ce que vous avez je vais dire une parce qu'on est 3 femmes. Est-ce que vous avez une conseillère en stratégie d'enseignement que vous pouvez contacter? Est-ce que vous avez, voilà, toutes ces ressources-là? Ensuite, ce qui est à faire, c'est-à-dire ce que vous voulez ou enseigner ou continuer à faire avec vos élèves par rapport au programme. Ce que j'ai déjà, il y a sûrement des choses que vous avez déjà, des outils que vous avez construits, même si c'est un cours, un résumé de cours que vous avez tapé sur Word, c'est quand même un outil que vous avez déjà. Donc, il va falloir le réinvestir. Les priorités. Donc, encore une fois, rien ne sert d'aller dans tous les sens parce que les élèves, ils ne vont pas réussir à tout saisir. Mettez-vous des priorités, des objectifs clairs. C'est-à-dire, moi, ma priorité, ça va être que tous mes élèves arrivent à faire une pâte sucrée. Ok, ben on y va et on part sur la pâte sucrée et on fait 3 activités ou une démonstration, 3 activités sur les pâtes sucrées. Ma situation personnelle, ça aussi, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Certains ont des enfants en bas âge qu'ils doivent garder, s'occuper. D'autres sont plus libres. Certains ont un endroit où ils peuvent s'isoler pour travailler et pour se connecter, d'autres non. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses qui vont jouer dans ce que vous allez mettre en place après. Allez pas vous dire, moi, tous les jours, je vais rencontrer les élèves une demi-heure de telle heure à telle heure en direct. Si, par exemple, vous êtes 2 à faire du télétravail et vous avez un enfant à bas âge, ça risque d'être compliqué. Voilà, de tenir en fait ce rythme-là. Commencez petit, rajoutez-vous après. C'est toujours ce qui est conseillé. Et mon matériel, est-ce que je suis équipée ou pas? Donc, par rapport à cet état des lieux et au reste, je vais toujours essayer de faire un espèce de parallèle avec, par exemple, soit certains enseignants que nous suivons, soit notre équipe SFPEA. Donc, vous avez assisté à plusieurs formations pour la plupart, animées par les formateurs de l'équipe SFPEA. On a fait exactement ce travail dont je vous parle là. C'est-à-dire que on a eu un état des lieux, on a dû travailler ensemble pour vous fournir un maximum d'outils, un maximum de ressources et de savoir-faire. On n'est pas tous égaux. Encore une fois, nous aussi dans notre équipe, on avait certains plus de compétences en informatique, d'autres plus de compétences en pédagogie, d'autres. On a tout mis sur la table. On a essayé d'identifier les priorités et donc vos besoins ou ce qu'on pensait être vos besoins prioritaires. On a mis en place les ressources et on a pu après, effectivement, discuter d'un emploi du temps pour vous offrir ces formations-là. Et on va jouer. Donc, je ne sais pas si vous aimez jouer. Moi, j'aime ça personnellement. Et donc, ce n'est pas un jeu animé, complètement animé. Je suis désolée, il y en a qui vont être frustrés. Mais ça pourrait. Ça pourrait. Et là, pour les joueurs qu'on va mettre de niveau intermédiaire, pour ces joueurs-là, vous allez devoir passer toutes les cases. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de dés. Les joueurs confirmés, ceux qui ont déjà des notions en technopédagogie, ceux qui utilisent déjà les nouvelles technologies pour leur enseignement, ceux-là, ils vont devoir passer case par case. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas jeter le dé ou sauter des cases. Non, ils passent par toutes les cases. Ou quasiment. Les débutants, par contre, on a pensé à eux et on s'est dit que certains, ça pouvait être un peu lourd quand on voit un peu tout. Donc, les débutants, on a essayé de mettre des petits numéros 1, comme vous le voyez sur la légende ici. Donc là, le numéro 1, ça permet justement de donner quelques petits conseils supplémentaires pour les débutants. Ici, quelqu'un qui est débutant, quand il voit le numéro 2 et pas de plus, il n'y va pas sur cette case. Pas à sa première partie en tout cas. Première fois qu'il fait le tour, qu'il commence du départ et qu'il fait tout son tour de plateau et qu'il arrive là, le 2, il saute cette case-là.
parce que ça fera trop. Et qu'on s'est toujours dit, petit à petit, hein, un pas après l'autre, on ne va pas se lancer dans un parcours trop complexe d'entrée, sinon on va s'y épuiser, on va s'en écœurer, on ne prendra aucun plaisir. Là, on commence donc par l'étape rouge. Donc, on a essayé aussi de le codifier avec des couleurs. Donc, vous voyez qu'on commence dans du rouge où on va être à l'arrêt. C'est-à-dire, on se pose, on fait une introspection, on réfléchit. Ici, donc, ça va être la phase d'état des lieux, celle dont on discutait précédemment. Ensuite, on va rentrer dans la phase 1, la phase où on va structurer, on va s'organiser. La phase 2, on va construire. On va avancer et on va construire. La phase 3, on va commencer à mettre en place. Là, on se lance. Et on va finir par boucler la boucle, d'accord? Une fois qu'on a mis en place tout ça, et voir le chemin qu'on prend. Soit on va là et on repart pour une deuxième partie, avec comme bagage tout ce qu'on a réussi à apprendre là-dessus et tous les outils qu'on a déjà construits à réutiliser. Ou, si jamais les centres ouvrent de façon normale, en présentiel, et on reprend donc le fonctionnement et l'enseignement que vous connaissiez jusque-là, dans ces cas-là, on va réintégrer tout ce qu'on a fait là et voir comment on peut l'utiliser pour l'intégrer dans notre enseignement et devenir donc l'enseignant 2.0. Donc, partons. Donc, état des lieux ici pour les débutants. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est, comme on vous disait, de faire une espèce d'auto-évaluation. Ceux qui sont confirmés ou intermédiaires, vous pouvez aussi faire cette auto-évaluation. D'accord? C'est toujours bon de voir ce qu'on a réussi à atteindre comme objectif. Donc, pour l'auto-évaluation, ici, ce qu'on conseille, ce sont les différents critères. Ce que j'ai déjà créé au format numérique, qu'est-ce que vous avez déjà en votre possession? Et faites une liste, ce que vous avez déjà. 2, ce que je souhaite créer, qu'est-ce que je veux faire? 3, l'outil qui me permettra de créer ce que je souhaite, de quoi j'ai besoin. 4, les outils que je maîtrise ou que je sais déjà utiliser. Même si c'est Word et Excel, c'est déjà 2 logiciels qui sont très utiles. L'outil que je souhaite m'approprier, et je l'ai mis au singulier, on insiste sur l'outil. Encore une fois, allez pas en chercher 5 différents et utiliser les 5 en vous disant vous n'allez pas y arriver, vous allez vous éparpiller et vous allez être frustré, vous n'allez pas avoir un résultat qui vous plaît. Utilisez un outil d'abord, maîtrisez-le, sachez créer les modèles et pour pouvoir réutiliser ce que vous avez créé, les archiver et compagnie, et après vous passerez au deuxième. C'est pour la deuxième partie. Il ne faut pas griller les étapes. Et donc les ressources à ma disposition. Donc comme ressources, je vais effectivement citer, comme vous le savez, les formations que vous suivez actuellement. Il y en a d'autres. On vous enverra une trousse après cette formation avec quelques documents, des ressources et d'autres informations. Vous avez aussi accès, comme vous le savez, à tous les enregistrements, des vidéos, des formations qui sont données actuellement. N'hésitez pas à retourner voir une vidéo de formation ou autre, ou à contacter quelqu'un si vous avez besoin d'aide sur un point particulier. Je pense que ça peut toujours aider. Ensuite, cibler les besoins. Donc ici, toujours pareil, il est important pour savoir où on doit mettre nos priorités de cibler les besoins. Des fois, quand on a trop la tête dans le guidon, comme on dit, on n'arrive pas, on a besoin de prendre du recul et on oublie en fait la variable élève. C'est-à-dire qu'on se dit, ah ben je vais leur faire revoir ça, 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 ça. Et après, on se dit, mais est-ce que c'était vraiment leur besoin prioritaire? Donc, le meilleur moyen de savoir quel est le besoin de vos élèves, c'est de leur demander. Donc, certains vont avoir plus besoin de réviser quelque chose en particulier par rapport à autre chose. Vous avez eu des formations sur l'utilisation de Google Forms pour créer des formulaires et donc pour avoir un retour de l'avis ou faire des questionnaires en ligne à vos élèves. Ici, c'est un très bon moment de l'utiliser. Je ne vous dis pas faites-le pour tout, mais c'est un très bon outil et même dans vos cours de tous les jours, c'est vraiment important de le faire avant de commencer un module. Ensuite, on va penser à structurer son cours autrement.
vous changez de pédagogie, vous changez de contexte. Donc, on doit penser autrement et on doit structurer autrement. Donc ici, c'est un peu long, donc c'est pour ça que je vous dis, là, je ne vais pas lire tout ça, je vais vous faire un petit résumé. Ce qu'on a écrit et ce sur quoi on insiste, c'est sur le fait qu'il ne faut pas essayer de reproduire ce qui était. Voilà. C'est ça aussi, accepter un changement, c'est arriver à dire, bon, ben, je fais le deuil de ce qui était et maintenant je passe à autre chose et j'embrasse autre chose. Donc là, vous ne contrôlez pas tout, mais vous n'allez pas enseigner comme vous enseignez en classe. Je pense particulièrement à ceux qui enseignent en plus en formation professionnelle. On ne peut pas tout faire comme on faisait en classe, mais on va s'adapter. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser à la fois le mode synchrone et le mode asynchrone. Ils sont complémentaires tous les deux. Donc là, il y en a, ils doivent se dire, oh là là, ça y est, les grands mots, synchrone, asynchrone. Synchrone, en même temps. On est synchronisé, on parle en même temps en live, en direct. Asynchrone, désynchronisé. Ça veut dire que là, effectivement, on prend le temps, c'est en différé. Vous le faites quand vous voulez. Je vous l'envoie, vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Donc, les deux sont complémentaires et les deux peuvent s'aider. C'est-à-dire que ce qui est conseillé, c'est de faire les deux. Et en sachant que lorsque vous reprendrez sur du présentiel, comme je vous l'expliquais, tout n'est pas perdu. Tout ce que vous avez fait va être réutilisé. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille, quand vous faites du direct, du synchrone, enregistrez tout ce que vous faites et archivez-le comme il faut. Si jamais, pendant une rencontre en synchrone, vous avez évoqué des points importants ou un sujet en particulier, dans votre enregistrement, quand vous allez le mettre dans vos dossiers bien classés, vous allez, au lieu d'écrire uniquement le titre « Cours du lundi 4 mai », vous allez plutôt écrire cours, j'en sais rien, moi, sur morphologie du visage, par exemple. Ou cours pâtes sucrées. Je suis désolée, j'ai regardé quelque chose sur un enseignant de cuisine juste avant, enfin de pâtisserie juste avant, et j'ai en tête la pâte sucrée. Et j'ai pas assez de connaissances pour aller plus loin, donc je vais m'arrêter sur le côté cuisine. Donc, tout ça pour vous dire, enregistrez, stockez-vous les choses avec des mots-clés. Apprenez à vous organiser en disant « Ah tiens, là-dedans, il y avait ça, ça, ça comme information ». Quand vous reprendrez les cours et que pendant une démonstration avec vos élèves ou un cours de pratique, un élève sera manquant ou il aura des difficultés sur l'apprentissage de la réalisation, et je vais y rester dedans, de la pâte sucrée, quand il aura des difficultés, ça sera un bon moyen de lui dire « Écoute, tu sais quoi, on avait fait un cours en mai avec un autre groupe ou là-dessus, je t'envoie le lien, va jeter un œil et comme ça, peut-être que de le voir différemment dans un autre contexte et avec les questions de tes camarades, ça amènera un déclic et ça t'aidera. » Donc ça, c'est une première utilisation. La deuxième, c'est lorsque vous avez un élève qui est absent. Ça peut être aussi le « Tiens, regarde, va voir la vidéo, c'est pas exactement pareil, mais déjà, c'est mieux que d'avoir raté le cours. C'est mieux que rien du tout. » Voilà, il peut y avoir des montages, il y a plein de choses que vous pourrez utiliser. Et encore, je ne reviens pas sur l'utilisation de l'asynchrone, c'est-à-dire tous les outils en différé et les activités que vous aurez créées. Là, ça vient complètement s'ajouter à votre enseignement en présentiel. Donc là, on vous conseille de faire des formations en direct courtes. Donc, je vais préciser. Plus tard, j'explique ce que c'est exactement le cours en direct et les différentes techniques d'animation d'un cours en direct. Et c'est là où vous comprendrez pourquoi 1 heure ou pourquoi des fois 2 heures, c'est quand même correct ou autre. On va essayer de garder l'apprentissage le plus actif possible. Donc, dans la mesure du possible, soit je fais un apprentissage en transmissif mais court, soit j'essaye de mettre des petits quiz, des petites activités, demander l'avis à mon élève. Si jamais ils sont 50, je ne sais pas si certains sont amenés à enseigner à des classes de 50 ou autres, mais si jamais ils sont 50, on est d'accord, on ne peut pas faire la même chose. Mais même à 50, vous pouvez les faire participer. Il y a quand même des techniques pour faire soit des groupes, soit faire des petits quiz, et que ça ne soit pas la cacophonie. Ça, je lève le carton. Attention, niveau intermédiaire, voire très très à l'aise avec les nouvelles technologies.
Donc, hop, les débutants, ça on le met de côté. On verra plus tard. Prochaine partie. Donc, on conseille toujours d'alléger un petit peu le contenu, d'accord, pour pas qu'il soit complètement en surcharge cognitive aussi et que, en étant en réception, ça soit trop lourd pour eux. Ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, mais je m'excuse si jamais c'est pas assez pragmatique. Mon objectif est vraiment d'avancer, de balayer un maximum de matière avec vous. Et je vous fais confiance et je sais que vous êtes capable de bien tenir la distance. Vous me l'avez déjà prouvé. Et au pire, vous pouvez re-regarder l'enregistrement si ça faisait trop d'un coup. Donc, une chose importante, guidez vos élèves. D'accord? N'oubliez pas de les guider. Ne vous dites pas, c'est bon, je vois qu'il y a marqué son nom, ou c'est bon, je vois sa petite photo là avec la vidéo de lui. Donc, ouais, il doit écouter, il est là. Ah non, peut-être qu'il est loin, loin, loin dans sa tête et qu'il a déjà décroché. Et c'est pour ça qu'on conseille vraiment l'interaction et l'apprentissage actif. Si on continue, on va... Ah, là, regardez. Petite astuce pour les débutants. Voilà, donc vous avez plusieurs informations ici. On est d'accord que les intermédiaires est confirmé. Vous avez quand même le droit d'aller dans les cases 1 de vos collègues débutants. Hein. Des fois, ça fait toujours du bien. Donc ici, vous avez plusieurs outils pour vous construire, donc pour vous permettre de cheminer par rapport à ça et de construire votre cours. Stéphanie, je vais donner la parole 2 minutes. Ici, c'était un plan d'action, c'est ça? En fait, c'est comme un gabarit, une structure de base pour pouvoir bien planifier. Puis en même temps, quand on est enseignant, puis il faut faire un virage rapide, ben des fois, on a besoin de se structurer soi-même. Donc, ça aide l'enseignant et l'élève en soi. Donc, ça permet de dire à quel moment la formation doit être faite ou l'apprentissage. Donc, le contenu, selon ce que vous avez déjà entrepris avec vos élèves, ça peut être déjà décortiqué. La compétence, l'élément de compétence, les objectifs recherchés. Donc, vous pouvez aller chercher ce vocabulaire-là ou y aller tout simplement très bref. Puis, au niveau des activités, il y a une colonne que j'ai mis asynchrone, donc en différé. Donc, vous pouvez déjà mentionner à telle semaine, je m'attends à ce que telle lecture soit faite, activité quiz. Donc, c'est à ce moment-là, vous les spécifiez. Là, je vous ai quand même mis beaucoup de matériel. Vous pouvez aller chercher des liens Internet pour regarder des vidéos, des démonstrations. Puis, vous avez une colonne synchrone, donc ça veut dire on se donne rendez-vous quand. Ça se peut qu'il y ait des semaines avec des rendez-vous et il se peut qu'il y ait des semaines sans rendez-vous, là, classe. Puis, ce qui est intéressant ici, quand on débute, on essaie d'aller chercher un plus petit groupe afin de se familiariser avec les outils. Donc, on pourrait diviser, par exemple, son cours, son groupe pour la première ou la deuxième fois en 2, 3 sous-groupes. Donc, ça va nous permettre de mieux interagir et plus on va pratiquer, plus ce sera facile. Donc, en gros, le plan de travail, c'est un outil que je trouve intéressant. Puis, quand on débute, ce qu'on privilégie, c'est, tantôt on parlait d'enseignement direct, c'est important, oui, mais les activités en mode différé, c'est très important de miser là-dessus et de découper en plusieurs petits morceaux pour pouvoir se familiariser là, avec les différents outils. Donc, voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. Donc, belle explication de Stéphanie. Effectivement, ça c'est très utile, ça vous donne une belle structure. Mais je reviens sur, oui, c'est très conseillé de l'utiliser ça quand on est enseignant débutant par rapport à la technopédagogie. Par contre, c'est aussi recommandé de l'utiliser. On part du principe que les enseignants qui vont être plus dans un niveau intermédiaire vont déjà maîtriser ça, mais revenir aux bases, des fois, ça fait du bien aussi. Donc, très bon outil pour tout le monde. Envisager des petits modules. Donc, attendez, je ne sais pas si je suis passée là, oui, pardon. Donc, envisager des petits modules, effectivement, on vous conseillera on parle de petits modules, mais c'est comme, ne prenez pas en compte le module comme l'ensemble du cours, d'accord? Là, quand on parle de petits modules, ça va être découper en fait vos grosses séquences d'apprentissage, vos modules, en plusieurs parties pour justement les étayer avec du synchrone, de l'asynchrone et favoriser un meilleur apprentissage de tous vos élèves. Donc ici, vous aurez une vidéo, je vous laisserai, vous irez la voir plus tard, on ne va pas la regarder ensemble
Je ne trouve pas que ça soit nécessaire. Donc, toujours pareil, tout ce que vous avez là, vous avez accès, vous pouvez aller le voir plus tard. On continue. Donc, une fois qu'on a découpé, on a structuré, on va essayer de ne pas tout réinventer. Il y a des choses qui ont déjà, il y a des gens qui ont déjà réfléchi à certains outils, certaines structures. Donc ici, j'ai marqué s'inspirer d'exemples de scénarios. Ce que j'appelle un scénario, c'est, tiens, ça va être un espèce de planning, si vous voulez, ou d'agenda. Donc ici, comme scénario, on vous en a proposé là 4 différents et j'ai mis ici un exemple de scénario qui est éditable avec Excel ou Google Sheets. Donc ici, le scénario, voilà, pour que ça soit plus clair dans vos têtes, ça va être ça. Si je prends le scénario numéro 2, activité en direct et différée, ce qui est quand même recommandé dans la mesure du possible. Je vous voyais que vous avez vos activités en bas, toutes planifiées en différé, que vous avez envoyé à vos élèves. Et ce scénario aussi, vous l'avez partagé avec vos élèves, vous l'avez expliqué sur vos attentes et ce qu'ils doivent faire. Et vous voyez que vous avez votre direct qui est posé ici. Donc ça peut être vraiment utile parce que ça vous permet de voir s'il y a un équilibre entre le différé et le direct. Et surtout, est-ce que vous ne donnez pas aussi trop d'activités en différé? C'est ça aussi. Donc, ça permet d'avoir un bon équilibre, de se structurer. Pour ceux qui maîtrisent plusieurs outils et qui utilisent plusieurs activités asynchrones, ça permet aussi de voir est-ce que je varie un petit peu. Parce que si on donne 12 quiz à faire dans la semaine, c'est vrai que ça peut être un petit peu lourd pour les élèves, tandis que s'ils ont 3 quiz, un document Geniali à aller consulter, une vidéo à visionner et un petit article à lire, c'est beaucoup plus digeste et ça sera plus facile à aménager pour les élèves et beaucoup moins rébarbatif aussi. Donc, ce sont des exemples, bien sûr. Et là, donc, comme je vous disais, un scénario éditable. Donc là, c'est si vous voulez vous l'approprier. Donc, vous avez ce document et c'est sous Excel. Donc, vous aurez juste à remplir les cases, à les colorer ou à changer. Ceux qui préfèrent se mettre une semaine libre, c'est-à-dire juste me mettre la liste semaine 1, ça fonctionne aussi. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous marquer pour lundi, pour mardi, pour mercredi. Ça, c'est libre à chacun. Encore une fois, vous travaillez avec ce que vous êtes aussi. Il y en a qui aiment bien que ça soit très, très structuré, mais quand même, là, vous avez besoin d'un minimum de structure pour pouvoir avancer là-dedans sans vous perdre ou sans perdre la partie. Collaborer. Selon moi, c'est un point très, très, très important. Quand on commence quelque chose de nouveau, où on n'a pas tous les mêmes compétences et en un laps de temps aussi court, là, je vais revenir encore sur l'exemple de ce qu'on vous propose en ce moment comme formation. Si on avait travaillé tout seul, chacun de notre côté avec nos centres respectifs en envoyant de la formation où chaque centre aurait eu 2 formations. Là, tous les enseignants ont eu je crois, 11 formations, je ne sais plus combien il y en avait exactement, je vous avoue. 20 ? Merci Stéphanie. Ont eu 20 formations à côté de 2 formations. Donc, vous voyez quand même le contrepoids. Donc, oui, certes, c'est de l'investissement de temps que de travailler en équipe parce qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des règles de travail en classe, il y a la situation personnelle de chacun à prendre en compte aussi. C'est-à-dire pour se rencontrer quand on est 5 dans l'équipe et qu'il y en a un, il ne peut pas de telle heure à telle heure, l'autre, il peut plutôt à 7 heures, c'est compliqué, je vous l'accorde. Mais il y a plein d'outils aussi qui font que vous pouvez collaborer à distance, réfléchir à distance et que vous puissiez vous garder en fait les moments de direct et asynchrone, et les moments donc synchrones que vous gardez en fait comme quelque chose de nécessaire. Vous êtes obligé d'avoir ce moment-là pour discuter de ces points-là. Là, normalement, vous devriez commencer à avoir le lien avec votre rôle de formation et vos élèves et ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire
réfléchissez à l'objectif de pourquoi je fais du synchrone, pourquoi je fais une rencontre avec mes élèves. D'accord? Il y aura moins de temps où vous aurez tous vos élèves en face et où vous pourrez les rencontrer tous. Donc, essayez de vous dire, tiens, je veux vraiment investir ce temps-là. Est-ce que leur lire un texte pendant une demi-heure tout en le projetant, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas pu aménager différemment pour gagner ce temps-là, en fait, plus en interaction? C'est probable que oui. En collaboration, c'est pareil, c'est-à-dire essayer de vous organiser et si possible, nommer un leader, nommer quelqu'un qui va un peu gérer tout ça, qui va collaborer, voilà, et qui aura envie de faire tout ça. Collaborer, ça peut être aussi juste partager des ressources. Ça peut être dire, écoute, moi j'ai déjà construit 3 quiz, est-ce que tu veux que je te les passe? Tu auras juste à... ou 3 questionnaires, je te les passe, tu auras juste à changer les données comme ça. Ah ben oui, super, et moi j'ai fait un document génial, tu veux que je te l'envoie? Oui, oui, parfait. Là, pareil, vous gagnez du temps. Vous avez peu de temps et vous avez quand même pas mal de travail sur la planche en fait. Voilà, donc moi je vous encourage à essayer de collaborer et aussi pour apprendre des choses. On n'apprend que mieux des autres. On a tous nos forces, on a tous nos faiblesses. Travailler à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus agréable. Puis c'est stimulant aussi. Je vous avoue qu'on a toujours beaucoup de plaisir à échanger avec les autres. Et les travaux qui sont faits sont toujours fascinants. La semaine dernière, j'étais en contact avec un des enseignants avec qui je travaille à l'école hôtelière. Et eux, effectivement, dans leur équipe, ils vont devoir enseigner à un même groupe. Ils se sont un peu partagés les choses. Il y en a un qui a dit « Ah, tiens, tu sais, moi, j'ai fait la formation Teams et ça m'a vraiment plu, donc je vais essayer de créer une classe virtuelle sur Teams. » Un autre qui a dit « Oh, moi, j'aime bien Geniali, ça m'a vraiment plu. » Et il a fait 2 jeux d'évasion Geniali. D'ailleurs, je voudrais vous les faire voir parce que je les trouve fabuleux et que je trouve ça beau et que ça m'a fait plaisir que certains outils soient… Voilà, donc vous voyez, il a fait ce jeu-là, par exemple, enfin, que je trouve assez bien. Donc, où c'est un jeu avec des questions. Oui, ils l'ont fait à plusieurs. En fait, c'est un outil que lui a fait, mais qu'ils ont fait à plusieurs. Donc, tout ça pour vous dire que ce sont voilà, 2 activités qui sont vraiment chouettes et qui ont été faites parce que ils ont travaillé aussi en équipe et qu'ils ont su dire moi je suis très à l'aise dans ça, moi je suis très à l'aise dans ça. Il y en a certains aussi, je vais rester sur le côté cuisine, certains qui sont équipés pour pouvoir faire des démonstrations. D'accord? Certains, ils peuvent faire des vidéos de je fais une recette de cuisine, j'ai le matériel, j'ai tout ce qu'il faut. Et donc, ils peuvent faire une démonstration en se filmant. D'autres ne peuvent pas. Voilà, d'autres, ils n'ont pas forcément une grande cuisine, ils n'ont pas forcément les ustensiles ou autres, donc ils ne peuvent pas. Bah, celui qui va faire la démonstration, il peut demander à son collègue. Donc, c'est pour ça que je vous disais, la collaboration, c'est vraiment quelque chose qui vous sera utile. Donc, un proverbe africain que j'aime beaucoup. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Effectivement, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Comme je vous disais, vous pouvez très bien faire un outil tout seul. Ça va beaucoup plus vite à l'instant T. Mais si vous investissez du temps pour travailler en équipe, vous allez pouvoir maîtriser l'outil et ça sera quand même beaucoup plus constructif. On va passer donc à exploiter des vidéos. Hop là. Ah, ça ne marche pas non plus, décidément. Donc, il y a un lien qui fonctionne normalement, mais là, il ne fonctionne pas pour l'instant. Problème technique que vous rencontrerez sûrement aussi avec vos élèves quand vous ferez exactement la même chose. Et c'est pour ça que partager avec eux, c'est OK. Je vérifierai donc ce lien. Tiens, Stéphanie, tu veux bien le noter, s'il te plaît, qu'on doit vérifier le lien pour exploiter des vidéos. Merci. Donc là, je vous transférerai vers un lien pour exploiter des vidéos et qui explique exactement comment faire pour exploiter des vidéos. Ce document-là que je vous partage, il est inspiré d'un document de l'UC Louvain qui est vraiment très très bien et beaucoup de structures, beaucoup d'explications d'articles ou autres sont sur le site de l'Université Louvain. Trouver des vidéos. Donc ça, je ne vais pas aller
trop profondément là-dedans. Je vous laisserai aller voir ce qui est écrit, les liens ou autres, parce que je ne suis pas sûre que ça soit nécessaire ici. Donc, pour exploiter des vidéos, trouver des vidéos, réaliser des vidéos, là, encore une fois, il y a des explications autres. On aurait pu mettre un 1 ici, effectivement, pour réaliser des vidéos. Tout le monde peut réaliser des vidéos. D'accord? Là, il n'y a pas le numéro 2 parce que ce n'est pas réservé aux intermédiaires. Par contre, réaliser une vidéo, ça peut être un peu stressant. D'accord? Quand on n'en a pas l'habitude. Donc là, si vous allez dans le plus, vous aurez justement des informations sur comment faire une vidéo avec mon téléphone. Tout simplement. J'ai un téléphone, hop, je filme. Comment je fais pour que la vidéo elle soit claire? Comment je fais pour que ça soit facile? Et si jamais vous voulez vous lancer, mais que vous avez vraiment une idée en tête et que vous ne voulez pas juste vous filmer comme ça, n'hésitez pas à demander conseil à votre conseiller pédagogique, à votre CSE. Voilà, demandez conseil. Je ne trouve pas mon outil avant de vous lancer dans des recherches. Des fois, c'est un peu mieux. Vous avez déjà une première base de conseils ici. Faire produire des vidéos aux élèves. Alors ça, j'ai hésité, je vous avoue, à mettre 2 dessus. Ça peut être vraiment intéressant, mais je suis un peu partagée. Je ne sais pas si quelqu'un de débutant pourrait faire réaliser des vidéos aux élèves. Donc, ce que je vais dire, on va trancher. Vous savez quoi? On va trancher, on va faire un petit compromis. On va se dire que quand c'est votre première partie, d'accord? Si c'est la première fois que vous faites votre parcours, on va la mettre de côté pour l'instant et on va se concentrer sur « je réalise moi une vidéo ». Et après, quand vous aurez eu vraiment, vraiment beaucoup de fun à réaliser votre propre vidéo et vous vous direz « ouais, je maîtrise », là, vous repartez sur une partie et vous dites « tiens, je vais m'essayer avec une de mes collègues, d'accord, avec qui on débute et on apprend ensemble. On va voir si je lui fais réaliser une vidéo à elle. Est-ce que ça fonctionne? Comment je lui donne la consigne ou autre? Voilà. Est-ce que je ne pourrais pas utiliser l'outil qu'on m'avait conseillé lors de la dernière formation sur comment consolider les acquis des élèves? Est-ce que je ne peux pas utiliser Flipgrid? Est-ce que c'est facile à utiliser ou pas? Tiens, je vais aller voir. Elle m'a dit la dernière fois, la formatrice, que certains enseignants, ils avaient mis leur propre vidéo. Peut-être qu'il y en a un qui me dit comment ça fonctionne ou peut-être que je peux le contacter pour voir si ça a été compliqué de mettre sa vidéo ou j'essaye moi-même de mettre ma vidéo. N'hésitez pas à demander des espèces de simulations ou d'entraînement. C'est toujours plus sécurisant aussi et plutôt que d'arriver, de se lancer, d'être face aux élèves et de se sentir un peu décontenancé. Donc, ça reste quand même… Cindy, Oui? est-ce que tu permettrais juste un petit ajout? Oh, bien sûr. Même 2. Parfait. Alors, en fait, pour la production de vidéos par les élèves, même pour les nouveaux 1, ce qui peut être exceptionnel, c'est qu'en fait, ce ne sont pas tous les élèves qui ont un ordinateur. Ce qui fait qu'on peut demander à nos élèves d'envoyer des réponses à des activités, admettons des activités traditionnelles, transférées, par exemple, sur un texte, un document, soit en Word, PDF. On demande à l'élève de produire une vidéo pour donner sa réponse. On peut lui demander d'utiliser son dictaphone. On peut lui demander… Donc, en fait, ça devient un moyen que l'élève choisit pour transmettre l'information, ce qui fait que ce n'est pas une production pour évaluer la qualité du vidéo, mais plutôt pour produire une réponse. Donc, une ouverture selon le programme, selon les critères d'évaluation et autres. Alors, on pourrait peut-être ouvrir ce volet-là. Merci Stéphanie. Ensuite, stimuler le travail collaboratif. Donc, là, on a marqué 2, donc on va passer cette case très rapidement. Avant de passer cette case très rapidement, n'oubliez pas que l'enseignement, en vous comportant comme un modèle pour vos élèves, est vraiment important. Par exemple, si vous expliquez à vos élèves que pour réaliser un document, vous avez travaillé en collaboration avec vos collègues et autres, eux, ça va les encourager à avoir un esprit collaboratif et à travailler en collaboration aussi. Donc ça, c'est un point, petite parenthèse, qui dit ça concerne tout le monde. Et ça concerne pas que la formation à distance aussi d'ailleurs. Donc ça, encouragez-les, modélez. Je ne sais pas si c'est très français comme mot, comme verbe, mais bon, je trouve qu'il est quand même adapté. Donc, modélez un comportement que vous attendez de vos élèves. Vous voulez qu'ils travaillent en collaboration? Travaillez en collaboration et expliquez-leur que vous avez travaillé en collaboration. Vous voulez qu'ils soient plus persévérants quand il y a une difficulté? Expliquez-leur les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez persévéré là-dessus. Là, c'est l'occasion, mais toute construite,
vous avez des obstacles tous les jours un petit peu devant ou des nouvelles choses à apprendre, ben, vous n'avez pas abandonné. Même si pour vous, ce n'était pas une facilité à la base, vous avez continué à travailler. Ça, verbalisez-le avec vos élèves et utilisez-le pour justement leur montrer que ben, on apprend tous les jours. Et s'il y a bien un métier où on apprend plus que les autres, c'est être enseignant. Parce que là, il n'y a pas de notice, hein, il n'y a pas de moule ou de ah ben, je vais enseigner pour tout le monde pareil, parce que tout le monde est identique. Non, on travaille avec du matériel humain. Donc, du coup, on doit s'adapter, on évolue. Donc là, c'était une petite précision. Pour les niveaux intermédiaires avancés, je vous laisse aller voir la case 2 avec la spécificité. Réinvestir la phase 2. Donc là, tout ce qu'on a construit, j'aurais dû marquer la phase 1 et 2, pardon, je vais modifier, mais tout ce qu'on a construit avant, c'est là qu'on va réinvestir, d'accord, et qu'on va le mettre en place qu'on va l'utiliser pour commencer à faire tout ça, c'est-à-dire le planning que vous avez construit, le scénario que vous avez construit, les différentes petites séquences que vous avez construites, les objectifs que vous avez faits, les questionnaires que vous avez récoltés de vos élèves et ce dont ils ont besoin. Tout ça, vous avez votre valise, vous êtes prêt. En gros, vous avez mis la table. Voilà, tout est prêt. Donc ça, allez pas manger par terre, hein. La table, elle est mise. Donc, utilisez-le. Vous dites pas, ah non, mais c'est bon, moi, dans ma tête, c'est clair. Ça, vous devez le partager avec vos élèves qui comprennent aussi le cheminement que vous avez, comment vous avez construit ça et pourquoi. Et comment rentrer dedans. Donc, c'est pour ça que là, je vous remarque quelques points. Donc, partagez votre emploi du temps, les scénarios avec vos élèves, les objectifs visés. Vous pouvez partager, comme je vous le disais précédemment, votre expérience dans la réalisation de cette formation. Ils comprendront plus facilement aussi que vous savez apprendre de vos erreurs et que l'erreur est une source d'apprentissage. Si vous avez un bug pendant un direct ou si une de vos activités ne fonctionne pas, que vous leur avez envoyé et qu'ils vous disent « Ah, mais non, mais ça ne fonctionne pas le questionnaire » et que vous modifiez et que vous dites « Ah, c'est bon, j'ai réussi à trouver la solution, je l'ai réparé, normalement, ça devrait marcher, essaye. » Là, ils vont voir que vous apprenez de vos erreurs, surtout si la fois d'après, vous leur envoyez le questionnaire et qu'il fonctionne. Enfin, ou s'il y a une erreur, ce n'est pas la même problématique. Rassurez-les. Donc là, je ne vous demande pas de leur faire un câlin, surtout en ces temps-ci, ce n'est pas conseillé. Je vous demande juste de les rassurer en leur disant, voilà, pas à pas, on y va, et en gardant vos objectifs réalistes pour eux et réalisables. Formez-les sur les outils utilisés. Ça va vous prendre 5-10 minutes. Faites reformuler à un élève. Où est-ce que je coupe mon micro? Allez, tous ensemble, on essaye. On coupe son micro. Hop, voilà, super. On écrit un petit mot dans le chat pour être sûr que tout le monde est là et tout le monde a bien compris comment l'utiliser. Super. Maintenant, on va allumer et éteindre notre caméra. OK, parfait. Ah, tiens, toi, tu n'aurais plus de coiffer. Ça se voit que tu n'as pas été coiffé aujourd'hui. Hein, les coiffeurs sont fermés. Voilà. Mais tout ça, je veux dire, amenez-les à faire les choses avec vous pas à pas. Mettez un petit peu d'humour, c'est toujours plus agréable. Hein. Et faites-le avec eux. Ne prenez pas pour acquis qu'ils savent le faire. Fournissez-leur un espace ou un canal où poser des questions. Toujours le petit coin est, si vous avez un problème technique ou vous n'arrivez pas à vous connecter, surtout pour la première connexion, contactez-moi par courriel. D'accord? Si vous ne m'entendez plus ou que je suis figée et que je parle dans le vide depuis 10 minutes, envoyez-moi un petit courriel. Voilà, je ne sais pas comment vous fonctionnez ou si vous donnez votre cellulaire ou autre, mais le courriel fonctionne bien d'habitude plutôt que son cellulaire. Classez toutes vos créations méticuleusement. Tout ce que vous avez fait, c'est précieux. Gardez-le et après, vous verrez quand vous passerez du groupe 1 au groupe intermédiaire avancé, comment vous allez pouvoir bonifier tout ce que vous avez fait, l'adapter et avoir votre base, en fait, votre structure. Lancez-vous avec bienveillance et prenez-y plaisir. Oui, amusez-vous. Comme je vous dis, je l'ai mis sous forme de jeu parce que c'est quand même très épanouissant. Le cours en direct, donc toujours pareil, on a ici mis de la documentation, choix des outils, préparer sa séance, animer son cours en ligne, feedback. Sur préparer sa séance, hop, je vais faire un petit retour. Essayez de vous créer un plan minuté. Ne vous dites pas, c'est bon, je vais me faire mon cours en ligne. Ouais, c'est bon, tous les jours, je fais ça depuis 20 ans, j'enseigne. Je vais les avoir en face de moi, je vais leur faire mon cours. C'est pas la même chose. Faites-vous le deuil de ce que c'était avant l'enseignement par rapport à ce que c'est aujourd'hui, au moins pour quelques mois.
Après, on reviendra dessus. Mais là, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Donc, c'est pour ça que là, on vous a noté quelques conseils pour pouvoir justement permettre… souvent, c'est basé sur des erreurs qu'on a fait nous-mêmes. Hein. Enfin, voilà, donc, on va utiliser nos erreurs pour les partager avec vous en vous disant vous pouvez peut-être ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites et apprendre de ces erreurs. Il faut en faire, mais pas trop. Donc là, quelques conseils ici sur le plan, le construire de façon minutée. Et tout le reste, je vous laisserai ça donc en consultation. Comme on vous dit, vous aurez tous ces documents après à disposition où vous pourrez aller voir par vous-même. Encore une fois, là, j'ai marqué feedback. Donc, feedback, c'est vrai que c'est en anglais, c'est un anglicisme. Non, même pas, c'est en anglais. J'aurais pu marquer retour, avis, commentaire, mais comme ça englobe tout ça, feedback, je trouvais que ça parlait plus parce que ça englobe plusieurs notions. Vous perdez énormément de feedback à ne plus avoir vos élèves en face. Plein de non-verbal que vous n'allez pas forcément voir à la caméra. Plein de moments informels sur des choses qu'ils partageaient avec vous aussi, ou des réactions, ou des attitudes, ou dans la façon de faire leur travail. Toutes ces informations-là sur vos élèves, vous ne les avez plus. Donc, il faut essayer de récolter un maximum d'indices pour adapter votre pédagogie et votre contenu aussi, pour permettre de tous les garder avec vous et de leur permettre de tous réussir. C'est pour ça qu'on vous dit que là, c'est vraiment important de prendre un maximum de feedback, un maximum de retours. Que ce soit sur un avis, que ce soit sur ça s'est bien passé, juste ça. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? De 1 à 10, sur le contenu que vous avez retenu et ce que vous avez appris, vous mettriez combien? 2. Ah, ouais. Bon, là, on va creuser peut-être, d'accord? Mais ce feedback-là, il est vraiment important. Allez le chercher, allez l'utiliser. Ils vont pas venir pour vous noter, vous, et ne le prenez pas personnellement. Si vous posez une question en disant on a fait un cours, c'était la première fois que je faisais un cours en synchrone, mardi dernier, j'aimerais avoir votre opinion par rapport à ça, votre avis. Donc là, attention, warning. Premier conseil, on ne pose pas les questions si on ne veut pas avoir la réponse. Quelqu'un qui se dit, moi je suis très susceptible, je n'accepterai pas et je prendrai personnellement qu'il me dise qu'il n'a pas aimé ce cours-là, qu'il n'a pas eu de plaisir à suivre son cours, ne lui posez pas la question. Voilà, si vous ne voulez pas le savoir. Après, encore une fois, ou alors reformulez votre question de cette façon-là, ou alors mettez un choix multiple avec des réponses qui vous correspondraient. Encore une fois, là, on est dans une phase où notre ego, il faut apprendre à le mettre de côté. On est apprenant et enseignant. Vous avez la double casquette là. Donc, mettez votre ego de côté en disant, c'est pas personnel. Ils me disent pas à moi que je suis un mauvais enseignant. Ils me disent que l'activité, comme je leur ai proposé là, ils l'ont pas trouvée, ils l'ont trouvée lourde ou ils l'ont trouvée longue ou oui, effectivement, si ça manquait de dynamisme, il y en a moins par rapport à ce qu'on faisait en cours. C'est sûr que j'étais un peu plus stressée de faire le cours, donc je faisais un peu moins de blagues, donc ils ont moins rigolé, il y avait moins d'interaction et ceux qui étaient anxieux, ils étaient encore plus anxieux là. Donc tout ça fait que ce n'est pas contre vous personnellement. Et justement, s'ils vous disent là, ça m'a pas plu, je trouve ça bien. Et quand vous leur posez la question, demandez-leur d'être honnête. Parce que le but, c'est de changer de direction et pas continuer à faire les cours jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vienne plus, puis la fois d'après, c'est un autre, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Et là, vous les avez perdus. Tandis que si vous essayez d'autres choses ou vous demandez conseil aux collègues en disant bon, alors, il y en a 30%, ils ne sont pas satisfaits, ils ont trouvé ça un petit peu ennuyeux, un petit peu lourd. Toi, tu fais quoi, toi, exactement ou qu'est-ce que tu changerais? Ou alors, je retourne voir dans le parcours et les formations qu'on a fait sur comment on peut stimuler un petit peu soit le travail collaboratif, soit comment on peut rendre ça un peu plus intéressant, rajouter des quiz, je vais rajouter un petit outil peut-être, des interactions, faire des demi-groupes. Voilà, il y a plusieurs solutions. Demandez conseil si jamais. Et ne le prenez pas personnellement. C'est vraiment pas contre vous. C'est plus pour avancer. Là, c'est de la critique constructive. Utilisez ce feedback des élèves. Encore une fois, si vous demandez aux élèves qu'avez-vous pensé de ça, comment vous voudriez améliorer ça ou de quoi avez-vous besoin,
si vous ne prenez pas du tout en compte ça et que le cours d'après, c'est exactement le même, parce que vous l'avez quand même prévu, ce cours, hein, vous avez travaillé dessus. Peut-être qu'au niveau du timing, vous avez peut-être mal placé la récolte de questionnaires parce que vous avez déjà préparé ce cours. Ou alors, vous auriez dû les préparer en leur disant « Pour le prochain cours, je ne pourrais pas prendre en compte vos réponses, mais pour celui d'après, oui. » Voilà. Ou alors, je ne sais pas, essayez de l'espacer ou faire quelque chose de plus court, mais prenez-le en compte. Même si vous changez un point en disant je n'ai pas pu tout changer, mais j'ai bien compris que là, peut-être ça aiderait, vous me direz si c'est mieux ou pas. Ajustez-vous avec eux. Archiver, donc ça, on en a déjà parlé. On a mis 1 parce qu'effectivement, là, pour les débutants, c'est important que vous vous formiez ou que vous trouviez l'outil d'archive, de stockage et de classement qui vous va. D'accord? Donc là, il y a une petite spécificité pour les débutants en disant apprenez à archiver comme il faut, apprenez à collaborer aussi avec le Google Drive ou autre, mais ça, c'est une base. J'ai envie de dire, quand on débute dans le parcours, et on croit qu'on y est presque en plus, hein, on est à 2 cases de l'arrivée du premier tour. Hein. Et là, c'est quand même un petit peu la phase où on peut et patatras, quoi. On ne peut pas avoir l'extra ball. Si on n'a pas archivé, on repart pour un tour où on n'a rien gardé. Donc, c'est dommage, on repart à 0. Réinvestir. Donc, ça, c'est pareil, c'est un point important. Refaire un bilan ou une auto-évaluation. Donc là, on a, comme je vous disais ici, sur les points importants. Là, c'est la phase qui est très importante pour vous aussi, pour votre estime de vous, pour votre confiance en vous et pour surtout vous dire « Waouh, je suis partie de là, j'avais fait mon premier bilan, ma première évaluation, ma première auto-évaluation. Quand je regarde ce que j'avais répondu, je vois que j'avais répondu que j'avais rien, j'avais aucun document au format numérique. Qu'est-ce que je voulais faire? Il y en a plein des choses que je voulais faire. Des outils, oui, il y en avait plein pour le faire, mais il n'y en avait aucun que je maîtrisais, que j'utilisais. Et là, aujourd'hui, si je compare à la fin de ma première petite séquence, ma première partie, mon premier tour de piste, je compare, je vois que ça, je sais le faire maintenant. Cet outil, je le maîtrise. Je me suis déjà fait 3 modèles de questionnaire. J'ai juste à changer les informations et c'est bon, j'envoie, ça marche. En plus, j'atteins mon objectif parce que j'ai le retour que je veux. Donc, c'est quand même très positif et c'est valorisant. D'accord? Là, c'est vrai qu'on est dans une phase où des fois, on avance, on a un petit peu la tête dans le guidon. Ça fait quand même plaisir de soi-même avoir un retour sur soi bienveillant toujours et de savoir apprécier les progrès qu'on a faits et l'évolution qu'on a eue. Et vous pouvez même le partager avec vos élèves. Parce qu'eux aussi, ça, ils seront amenés à le faire, que ce soit dans la pratique de leur métier ou dans leurs études ou autres. Ils seront aussi amenés des fois à se dire « Ah voilà, mais quand ils auront une difficulté, j'y arrive pas, je suis nulle, je sais rien faire. » Regarde de là où tu partais et regarde là où tu es aujourd'hui, à l'instant T. Ce parcours-là t'a appris tout ça. Voilà. Et donc, on ne part pas de 0 à chaque fois qu'on recommence. Non, à chaque fois, on s'améliore. Stéphanie, tu avais une question? Oui, en plus de ça, ce qui peut être super intéressant quand on se met à faire de la formation à distance, c'est qu'on se crée une médiathèque. Donc, toutes les ressources que l'on crée, ça fait du matériel qui est réutilisable quand on va réenseigner cette compétence-là. Ce qui fait que si on la met déjà ouverte sur une plateforme d'apprentissage, on le voit concrètement, le matériel, il est là, il est stocké. Ce qui fait que l'année prochaine, quand on va recommencer à enseigner cette compétence-là ou ce module-là, bien, à ce moment-là, on va pouvoir déjà démarrer avec des ressources déjà organisées, classées. On va avoir du matériel varié. Puis en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir varier. On va pouvoir en rajouter. Puis on peut même faire des échanges avec des collègues. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir mousser cette banque d'activités-là. Donc, ça peut être très stimulant aussi, cet aspect-là, même dangereux. Oui, merci. Tu fais bien de préciser, je suis d'accord avec toi. Donc ça, ce bilan-là, dans tous les cas, dites-vous, c'est votre bonbon à vous. D'accord? C'est votre récompense, c'est votre 20 000. D'accord? Quand on fait le tour du Monopoly et qu'on prend les 20 000 en passant à la case départ, ça c'est pour vous. Parce que c'est vous personnellement. Et ce qui est important là-dedans, dans tout ce parcours,
c'est oui, que vos élèves tous, ils aient avancé aussi, ils aient appris des choses, ils aient consolidé tout ça, mais surtout, tout ce que vous prenez là et que vous apprenez là, bah, c'est pour vous, c'est acquis et c'est pour toujours. Et je trouve ça, c'est pour ça que je vous disais félicitations et merci et bravo, parce que ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Il y en a qui peuvent dire, ah non, non, moi, c'est bon, ça fait 20 ans que j'enseigne, on va pas m'expliquer comment faire mon métier, après les ordinateurs, ils vont nous remplacer, on servira plus à rien, et puis voilà. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le... Bon, ok, je noircis un peu le trait, mais... Et puis de toute façon, les élèves, ils sont devant leurs jeux vidéo, ils comprennent rien, ils s'intéressent à rien à part des jeux vidéo ou des écrans. Non, utilisez ça, ça les intéresse, ça leur plaît. Ne rivalisez pas avec la technologie. C'est pas une compétition, d'accord? Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de cette interaction, ils ont besoin justement d'apprendre aussi de vous et de vos savoir-faire et de votre façon d'être. J'apprends des choses, je continue à évoluer. L'erreur, source d'apprentissage, et pas le « oh là là, quelle honte, j'ai fait une erreur ». Le truc, j'ai cliqué sur un lien, ça n'a pas fonctionné, j'ai eu mais une honte, pas possible, c'est fini, je mets plus de lien en ligne. Non, c'est ok, il y a un lien, il n'a pas fonctionné, j'irai le vérifier, je le corrige et après je vous enverrai en vous disant ah oui, ça c'est vrai que j'aurais pu le vérifier peut-être juste un petit peu avant. Puis si ça marche pas, c'est pas très grave, d'accord? Donc ça, modeler le comportement, je vais continuer à insister sur un mot dont je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment français, c'est pas grave, je vais l'assumer jusqu'au bout. Modeler votre comportement pour que ça permette de raisonner dans vos élèves et dans le comportement de vos élèves. Et donc, la partie dont on parlait tout à l'heure, réinvestir. Tout ça, vous réutilisez, comme le disait Stéphanie, vous vous construisez en plus de tous les savoir-faire que vous avez construits. Vous construisez aussi une banque de ressources, de fichiers, de documents, d'activités que vous réutilisez juste en changeant les données et ça fera plaisir à tout le monde et vos élèves seront ravis de faire le jeu d'évasion sur les pâtes sucrées. Je vais continuer avec jusqu'au bout le fil conducteur de la pâte sucrée. Donc, ils vont pouvoir faire leur jeu d'évasion sur la pâte sucrée en plus de venir en cours tous les jours et de s'entraîner et compagnie. D'accord ? Je vais faire une dernière petite parenthèse sur le cours en direct. Cours en direct, j'ai oublié de vous donner une information. Pour ceux qui travaillent dans la formation professionnelle, comme je vous disais, des fois, faire un cours en direct, c'est pas forcément vraiment enseigner quelque chose. Des fois, ça peut être, quand on fait la formation professionnelle, juste un partage. Tiens, on se retrouve tel jour pendant une demi-heure et regardez. Voyez, là, je suis chez moi et je vais réaliser, bon, oui, la caméra n'est pas parfaite, c'est pas un endroit idéal pour filmer, la lumière n'est pas parfaite non plus, mais regardez, ensemble, tiens, si on cuisinait tous ensemble, si on faisait une recette qui nous ferait plaisir, ça permet juste d'avoir un espèce de contact, de partager un moment. Ça peut être aussi, j'ai un enseignant en pâtisserie qui fait quelque chose, je trouve, d'assez fabuleux, il fait des directs 2 à 3 fois par semaine avec les élèves, justement, où il réalise des recettes. Et là, la semaine dernière, il leur a fait des cadeaux à ces élèves-là qui étaient là présents pendant 2 heures, 2 fois par semaine. Il a fait venir des chefs invités. Je trouvais ça génial. Ils étaient super contents et jusqu'au bout, il y avait le suspense. Qui sera le chef invité surprise qui va participer à ce cours-là? Ça, c'est du bonheur parce que eux, les élèves, ça fait leur journée, c'est-à-dire que déjà, ils sont invités chez le chef pâtissier qui leur donne le cours. Même si c'est avec la vidéo, ils sont invités chez lui. En plus, il prend du temps et il partage cette atmosphère et tout ça avec eux. Il partage son savoir-faire. Oui, c'est sûr que ce n'est pas idéal pour prendre des notes et on ne va pas dire on va découvrir des nouvelles choses comme ça, on va vous apprendre à faire une recette comme ça. Mais partager ça, c'est toujours un bonus, c'est toujours plus. Donc, si vous avez des petites activités comme ça en disant, tiens, aujourd'hui, regardez, je pense à la coiffure. Stéphanie, je sais que c'est ton domaine, c'est pas le mien, mais je pense à la coiffure. Tiens, regardez, aujourd'hui, ma fille, alors je suis désolée si on prend comme cobaye après la famille ou tout ça, ma fille, elle aurait besoin de refaire ses racines, par exemple, elle a des repousses. Alors, plutôt qu'elle a été d'accord pour que je vous filme pendant qu'on le fait ensemble, plutôt que de le faire à chacun de mon côté, je vais le faire là. On est d'accord? Pendant cette démonstration, c'est aussi l'occasion de dire quelle serait la différence avec la vraie pratique du métier ou avec un vrai cours. Dans un salon, est-ce que je ferais comme ça? Qu'est-ce que ce serait la différence? Rappelez-vous, on avait appris nanana. Et là,
bah, c'est beau. Ça fait plaisir aux élèves parce qu'ils ont une activité et un sentiment d'appartenance à vous retrouver. Et en plus, il y a cette interaction-là du « Ah oui, mais par rapport au cours, c'est pas exactement comme ça quand on est professionnel et qu'on le fait dans un milieu professionnel. On va le faire en faisant, ben voilà, je vais mettre plutôt des gants ou là encore une fois, pas mon domaine du tout, mais alors encore moins. Mais c'est pas grave, je m'y lance quand même, vous voyez, puis comme il faut avec élan. Je suis désolée pour toutes les enseignantes qui sont dans la coiffure. Stéphanie, tu t'excuseras auprès de moi, encore une fois. Je pense que j'ai dû dire des bêtises, mais c'est pas grave. Je sais que vous me pardonnerez parce que vous êtes bienveillants et que je voulais juste faire une image et faire mon point. Donc là, vous avez fait un premier tour. Bravo, dans tous les cas, vous avez gagné. Et vous pouvez vous relancer dans un deuxième tour et donc ajouter un outil, essayer autre chose pour faire un autre tour ou alors juste rester dans votre zone de confort et vous dire j'ai vraiment envie de rester solide sur cet outil-là, de continuer et pendant ce tour-là où je réutilise des outils que je connais déjà, ben juste me faire plaisir. Ça aussi, c'est important. Il y a des outils, vous allez voir, je suis sûre, vous allez prendre vraiment beaucoup de plaisir. Comme disait Stéphanie, c'est dangereux parce qu'on y est dessus et puis on commence à découvrir d'autres petites choses et puis après on prend le compte premium parce qu'il y a des petits... Ouais, c'est un peu le danger, mais du moment que vous prenez plaisir, ben, c'est quand même que c'est gagné et que nous, on a bien fait notre travail aussi. Donc, je vais conclure là-dessus. Je vais laisser la parole à Stéphanie pour qu'elle vous explique ce qui va suivre après, donc ce que l'on va vous envoyer. Et ensuite, on passera aux questions. Je regarde l'heure. Voilà, il ne nous reste pas énormément de temps, mais pour ceux qui veulent rester un peu plus, moi, je veux bien rester un peu plus pour répondre à des questions si vous en avez. Stéphanie, je te laisse la parole. Donc, en fait, le passage vers la formation à distance, c'est vraiment on est dans un moment historique, on prend le bateau ou on le prend pas. Donc, je crois que là, c'est le moment de mettre en place tout ce qu'on a comme énergie, puis comme on a comme connaissance pour justement bonifier justement notre offre de cours et de formation, ce qui peut être hyper stimulant. Ça nous garde en vie et très dynamique. Donc, ce que j'aimerais partager, en fait, j'aimerais tout d'abord vous dire que tout ce que vous avez vu aujourd'hui, vous allez le recevoir par courriel. Est-ce que vous allez le recevoir sous forme de liens, fichiers, etc.? Cindy et moi allons discuter de ça là, tout à l'heure. Les documents qui vous ont été proposés aussi feront partie de la trousse. Vous aurez aussi des ressources, des liens Internet qui vous permettent de pouvoir pousser votre réflexion. Donc, par exemple, présentement, l'Université TELUC offre une formation qui est payée par le ministère de l'Éducation à tous les enseignants du Québec, une formation sur la formation à distance. Donc, vous allez avoir ces liens-là, vous allez avoir des liens sur tout ce que le CFPA a fait depuis les dernières semaines pour vous soutenir là, à travers cette transition-là. Donc, on va vous partager tous ces liens-là. Puis, ce que je trouvais aussi important, c'est, je pense beaucoup à ceux et celles qui débutent avec la techno, puis que, en fait, c'est toujours insécurisant. On peut être gêné, on peut avoir honte, on peut ne pas vouloir demander de l'aide parce que, bon, tout à l'heure, Cindy t'a parlé d'ego, mais en même temps, on a une fierté, on a quand même... donc, ce qui fait que des gens qui sont là pour nous soutenir, vous soutenir, puis il ne faut pas avoir peur, il faut choisir une personne en qui on a confiance, puis avec cette personne-là, je crois que vous allez pouvoir déjà d'emblée prendre possession de votre ordinateur qui n'est pas celui du travail. Des fois, on travaille avec un ordinateur hyper performant dans notre centre. On arrive à la maison, puis à la maison, ça donne que c'est la deuxième génération, c'est vieux, c'est un Mac au lieu d'un PC. Donc, cette transition-là, on peut vous soutenir là-dedans. Il y a des gens qui sont attitrés à ça, qui peuvent vous soutenir, ou même votre famille ou des gens près de vous. Donc, ce que je vais vous partager, toujours pour les personnes qui débutent avec la formation à distance, en fait, comme vous le voyez, il y a quand même des étapes à mettre en place avant de commencer. Donc, les mots-clés, se faire confiance, respecter son rythme et surtout laisser tomber les comparaisons avec les collègues parce que ça, on en voit beaucoup. Y aller progressivement, accepter l'imperfection, avoir du plaisir et demander de l'aide. Donc, c'est les mots-clés de base. À partir de là, je vous donne les 4 premières actions. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec une équipe
Puis avec cette équipe-là, les questionnements qu'elles se sont posés, je les ai mis là-dedans. Donc, ce qui fait que ça pourrait peut-être ressembler à votre situation. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir déjà réfléchir puis avoir par où commencer. Donc, par exemple, on parle ici dans la première colonne d'action. Ensuite, dans la deuxième colonne, c'était les possibilités. Donc, quelles sont les possibilités que ce groupe d'enseignantes-là avait à ce moment-là? Choix de l'équipe. Donc, l'équipe, elle a choisi quoi, elle? Vers où elle veut aller? Puis, les avantages, désavantages. J'aimerais préciser que pour le choix de l'équipe, ce qui est important, c'est l'autonomie de l'enseignant. Le choix sera en fonction de ce que la personne est, comment elle veut fonctionner, la facilité avec laquelle elle fonctionne avec ces outils-là et aussi du lien qu'elle a avec ses élèves. Donc, il n'y a rien de mal, c'est juste qu'il y a des avantages et des désavantages à toutes les possibilités. Donc, ça, là-dedans, faut se faire confiance. Donc, dans les actions, communiquer avec mes élèves. De quelle façon on peut communiquer? J'en connais qui vont du téléphone jusqu'au courriel par un groupe privé Facebook. Donc, tout est possible. Donc, dans une équipe particulièrement, étant donné qu'en classe, on s'était servi d'un groupe privé sur Facebook, ben lorsque les centres ont fermé, ben on a juste poursuivi tout simplement. À ce moment-là, ça permettait d'avoir un canal commun pour toutes les communications et les urgences. Il y a des avantages, des avantages. De toute façon, vous allez recevoir ce document-là. Je vais vous laisser le moment de le lire. Puis, un problème qui est arrivé, je veux communiquer, mais mes numéros de téléphone, il y avait une tempête avant la pandémie. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je trouve mes téléphones? Comment je communique avec mes élèves? Donc, la commission scolaire, on peut aller sur Toscope, aller chercher les coordonnées. Il y a des petites choses comme ça. On oublie souvent nos directions. Nos directions ont des listes aussi, ont accès justement à ces choses-là. Ils ont des accès VPN aussi. Ce qui fait que il y a des possibilités. Donc, vous avez déjà le ABC avec ce document-là. Deuxième action, ben, je veux rencontrer mes élèves par vidéo. Je veux savoir comment ça va. J'aimerais ça animer une base pour pouvoir travailler la consolidation des apprentissages qui avaient été faits. Ben, il y avait plusieurs outils. On parlait de FaceTime, Facebook Live, Messenger, Zoom, Teams, Google Meet, Big Blue Button. Donc, qu'on soit utilisateur de Moodle ou qu'on n'utilise aucune technologie, il est possible de rencontrer ses élèves. L'équipe en soi a choisi 3 outils différents. Est-ce que c'est bon, c'est mauvais? Ben, j'ai le goût de vous dire que c'est correct. Il n'y a pas de mauvais choix là-dedans. Donc, puis l'avantage d'avoir plusieurs choix, c'est qu'on s'entraide, on peut participer au cours de sa collègue. Ensuite de ça, on s'approprie d'autres logiciels ou applications. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit avec cette variété-là que finalement, ça fonctionne tous pareil, approximativement. Donc, avec l'équipe, donc, on voulait communiquer avec ses élèves, on voulait les rencontrer. Ensuite, la troisième action, c'est qu'on voulait avoir accès à CEMEC. Donc, plusieurs programmes utilisent CEMEC comme base théorique et connaissance pour la pratique, ce qui fait que c'était un enjeu de départ. Donc, il y a 2 plateformes qui permettent justement de pouvoir utiliser ce matériel-là. Il y a Moodle, puis il y a TIC-FP. Donc, à ce moment-là, vous choisissez selon vos besoins, votre facilité, etc. Un ou l'autre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, mais je vous ai mentionné des avantages et des désavantages pour chacune des plateformes. En 4e action, pour ça, ben j'aimerais ça partager des activités à mes élèves. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Ben à ce moment-là, donc, il y avait le courriel, il y avait la plateforme d'apprentissage numérique. Donc, les enseignantes ont décidé d'utiliser les 2 et de s'approprier une plateforme d'apprentissage numérique. Donc, puis comme j'avais bonifié tout à l'heure quand Cindy parlait des vidéos, ben le problème qu'on rencontre, c'est que quand on veut donner du matériel, souvent, si c'est du matériel de CEMEC, par exemple, c'est des fichiers PDF. Mais est-ce que nos étudiants, est-ce que nos élèves ont accès à écrire dans des PDF? Est-ce qu'ils peuvent l'imprimer, écrire, prendre une photo, l'envoyer? Est-ce qu'on accepte que l'élève nous parle dans un enregistrement audio? Donc, c'est de réfléchir. Puis en même temps, ce qui est bien, c'est de la pédagogie universelle. C'est que le moyen est choisi par l'élève. Toutefois,
pour l'enseignant, le secret, ce sera à ce moment-là de pouvoir de classer l'information reçue et puis d'y avoir accès rapidement. Donc, on garde des traces, puis on se classe, sinon on se perd très, très facilement. Puis comme l'a mentionné Cindy, c'est bien de nommer, quand on enregistre, c'est de nommer les bons éléments avec des termes facilement repérables. Donc, c'est de se trouver une façon de classer l'information. Donc, c'est les 4 actions que cette équipe-là voulait mettre en place. Après ça, il y a plusieurs choses. Excusez-moi. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais c'est du plus. Là. Donc, ça, c'était les 1, 2, 3, 4. Puis, ma première rencontre en visioconférence, c'est toujours la plus stressante. Donc, à ce moment-là, ce que je vous propose pour les personnes qui n'ont jamais commencé, ben, préparer sa première rencontre, qu'est-ce que l'enseignant devrait s'approprier pour faire sa première rencontre? Donc là, Cindy et moi, on vous propose quelques pistes d'action. Ensuite de ça, préparer sa première rencontre avec vos élèves. Donc, c'est de planifier en fait son premier cours, sa première rencontre avec les élèves. Donc, on vous donne quelques pistes des règles de base. Puis, dans la colonne de droite, proposition de contenu pour la première rencontre avec les élèves. Donc, c'est un petit clé en main, une structure de base que vous pouvez bonifier, le mettre à votre main. Ensuite, la troisième étape, ben, lors de la rencontre. Écoutez, je vais même, on vous mentionne même de vous apporter un verre d'eau, puis de pas nécessairement avoir un verre d'eau ouvert si vous êtes un peu plus maladroit pour pas éclabousser partout, parce qu'on devient des fois hyper excité. Si vous êtes comme moi, très expressif et bon, on risque de tout briser le bureau. Donc, ce qui fait que ça, il y a des petites choses qui sont intéressantes. Puis ensuite, quand la rencontre est terminée, ben comme on disait tout à l'heure, de laisser des traces. Donc, comme vous le savez, vos élèves viennent en classe, ils repartent, des fois, ils oublient. Donc, au lieu de faire des rappels répétés parce qu'on les voit tous les jours, ben là, on envoie un petit courriel résumé. Voici, on s'est parlé de ça, je m'attends à ce que ça soit fait. Parfait, s'il y a quoi que ce soit, voici mes coordonnées. Puis à ce moment-là, si jamais il y a des apprentissages qui ne font pas, il y a des situations un peu plus difficiles ou que ça va très bien, vous avez les traces avec ces courriels-là. Puis comme quoi vous êtes mis aussi en action. Puis ça fait aussi quand l'élève ne se souvient pas, bien, il peut retourner tout simplement dans son courriel, voir ces choses ou bien à l'endroit où vous avez placé l'information. Donc, puis la dernière chose ici, c'était à planifier pour la suite des choses. Donc, vraiment simple, à peu près 4 étapes par activité. Donc, 4 étapes pour la première rencontre en visio que je vous propose. Puis ensuite, les 4 étapes là, pour débuter ma communication, mon échange avec les gens. Donc, voilà. Attendez, je vais vous enlever ça. Alors, ça fait un peu le topo. Puis, comme on vous a dit tout à l'heure, vous allez recevoir là, une trousse là, avec plusieurs petits documents. C'est des gabarits. Vous pouvez tout changer. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Vous nous envoyez un petit mot. Puis à ce moment-là, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous proposer des alternatives. Alors, Cindy, je te laisse le mot de la fin. Si vous avez des questions, c'est à vous. J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas une limite du point de vue outil à utiliser pendant un cours en direct pour arriver à focaliser vers une bonne compréhension? Effectivement, c'est une très bonne question. Oui, toujours pareil, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, si on veut faire trop, souvent, on peut perdre les élèves, on peut se perdre nous aussi dans le fil, dans l'organisation ou autre, ou perdre du temps à mettre en place le jeu et autres. Donc oui, essayez de vous limiter sur les petits quiz ou autres que vous allez faire. Je pense que 3 maximum, c'est bien sur un cours qui va durer 1 heure. Et quand je dis 3, c'est bien pour un cours d'1 heure, ça va être, admettons, vous faites un cours en transmissif et donc ce qu'on va faire en exposé, d'accord, ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire je vous parle et vous êtes récepteur. Là, c'est bien de faire des pauses. Il est conseillé à peu près toutes les demi-heures de leur faire une vraie pause. C'est-à-dire dire ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, j'en suis vraiment désolée, mais je sais que vous êtes super performant et qu'il fallait y aller, je suis désolée. Mais voilà, il est conseillé de faire des pauses au bout d'une demi-heure, les laisser un peu s'aérer. S'ils veulent sortir de leur écran pendant 10 minutes, comme s'ils étaient en classe, vous sortez. Après, on n'est pas obligé d'utiliser forcément des outils comme des quiz ou autres pour faire de l'interaction. Ça peut être aussi, regardez, dans quel domaine vous travaillez?
En mathématiques. En mathématiques. Mathématiques, oui. Alors, ça peut être aussi leur poser un problème de mathématiques. Vous le mettez en partage d'écran, vous les mettez en équipe ou même tout seul et vous dites, bon, vous réfléchissez à ce problème et après on en discute. Ou une devinette ou un petit jeu mathématique, quelque chose d'un peu plus fun. D'accord? Ou alors, ça peut être, comme vous auriez fait en cours, ce groupe-là, on va partager le groupe en deux. Il y a un groupe qui va travailler sur un problème avec moi et comme ça, vous avez avec vous, j'en sais rien, 10 élèves. Et on va travailler sur ce problème-là. Par contre, ce groupe-là, vous allez travailler sur la rédaction d'un problème pour que l'autre y travaille dessus ou leur faire préparer ça avant. En formation professionnelle, ce que je conseille souvent, c'est de faire des études de cas. Vous savez, des espèces de jeux, des scénettes, des scénarios. Par exemple, moi je suis à l'école du Chesnay de foresterie et là, en loi et règlement, j'ai une infraction, donc je suis en train de me promener, j'ai mon fusil à la main, j'ai pas mon permis sur moi. Quelles sont les infractions? Quelles sont les lois? Et là, vous faites interagir. Et après, vous changez et vous dites, tiens, c'est toi qui vas donner le scénario. En les faisant se préparer, ça peut être aussi ça, les interactions. Des fois, il ne faut pas que ça soit, c'est pas la peine que ça soit très élaboré. D'accord? Ça peut être aussi un retour sur une lecture ou sur un travail que vous avez donné. Si vous avez donné plusieurs travaux ou autres, ça peut être une démonstration à vos élèves. Tiens, j'ai vu que tu avais répondu au questionnaire et tu avais su faire la démonstration. Est-ce que tu peux nous la refaire ici? D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question en fait. Merci beaucoup. En tout cas, c'est clair. Je le Oui, pose c'est parce clair pour que vous? en suivant les cours avec les Zoom, je me rends compte que quand le formateur nous dit, par exemple, allez ouvrir Google, allez s'inscrire dans tel logiciel, et ça crée une certaine, ça passe vite. Alors, comme ça, je me suis rendu compte que si moi-même j'ai des problèmes, alors pour les élèves, ça sera encore pareil. Hein. C'est une très bonne remarque. Et vous avez aussi le matériel chez l'élève. Faire des quiz en ligne pendant que vous êtes avec eux en synchrone. Il y en a, ils ont juste leur téléphone. Ils vont suivre leur cours avec leur téléphone. Et si vous leur dites, là, on va faire un petit caout. Ouais, mais je peux pas. Je sais pas si je peux. Je sais pas si j'ai assez aussi de débit. Parce qu'il y en a, ils ont même pas Wi-Fi. Ils sont avec leur connexion 3G. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Donc ça, il faut le prendre en compte effectivement. Et c'est pour ça que je vous dis, faites d'abord un état des lieux. Puis essayez. Voilà, vous essayez une première chose, ça marche. Tant mieux, ça marche pas. Bon, prochaine fois, on va réadapter. Et puis, demandez à vos élèves. Dites-moi s'il y a quelque chose qui marche pas. Dites-moi s'il y a quelque chose qui est compliqué. Dites-moi si vous avez des problèmes pour vous connecter ou avoir accès à un Wi-Fi ou ça. Enfin, en formation professionnelle, nous, c'est plus les directions qui vont le gérer, qui ont déjà fait l'état des lieux avec les intervenantes sociales et compagnie. Vous, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être que ça sera votre partie à prendre en compte aussi. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci.